Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et ça y est, le Tour de France c'est terminé et donc c'est forcément l'heure du bilan. Donc ce que je vous propose c'est qu'on parle très rapidement quand même de la 21e étape. J'ai pas eu le temps de faire le débrief de l'étape qui arrivait à Paris avec la victoire de Van Der Poel qui était quand même exceptionnelle. On en parle rapidement, ensuite on se penche sur les résultats finaux, les classements, on regarde qui sont les vainqueurs, qui sont les perdants. On parlera un peu aussi du tour de chacune des équipes, on parlera de la satisfaction du tracé ou pas, et puis on parlera aussi des quelques points qui sont un peu dommages. Je pense notamment à la surdomination de certaines équipes. Ça a été quand même un point assez majeur de ce Tour de France, et je pense que c'est important d'en parler. Donc tout d'abord, on va commencer par l'étape 21, étape exceptionnelle, hein, tout simplement. On savait que l'an dernier c'était la meilleure étape du Tour de France, je pense, l'étape qui arrivait aussi à Paris par la butte Montmartre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu cette pluie qui avait rendu les conditions dantesques. On a eu Van Aert qui avait réussi à déposer Pogačar, c'était quand même assez exceptionnel. C'était Van Aert qui renaissait de ses cendres. Pogačar qui était le vainqueur absolu de ce Tour de France qu'on avait détesté parce qu'il avait trop gagné et qu'il a faisait la course de manière magnifique. Et c'était une étape exceptionnelle, tout simplement. Peut-être la meilleure de l'année dernière, même si l'année dernière on a eu quand même quelques très belles étapes. Et là, je pense que cette année, on peut dire que c'est encore une fois la plus belle étape. Et pourtant, franchement, je m'y attendais pas. Pour plusieurs raisons. Parce que moi, je pensais, maintenant je me rends compte que c'était un peu faux, que c'était la pluie qui avait fait vraiment le caractère exceptionnel de l'étape de l'an dernier. Et je pensais pas que cette année, on serait capable d'atteindre des sommets aussi hauts. Et donc là, quand on a vu que c'était sec, on a vu ces passages qui étaient un peu espacés. Moi, je me disais, c'est cool parce que c'est quand même un profil qui permet à certains profils de briller, à la fois les punchers et aussi à la fois les sprinters. Et c'est effectivement ce qu'on a eu. J'ai eu même un peu peur après le deuxième tour par Montmartre que ça puisse se jouer que entre les sprinters, qu'ils étaient trop forts et que les attaquants pourraient pas gagner. Mais on a quand même eu une super étape avec des attaques de coureurs très très forts. Le moment où on a eu le quatuor à l'avant, Van Der Poel, Pogačar, Evenepoel et puis Pedersen, c'était quand même exceptionnel comme moment, quoi. Enfin, c'est 4 des meilleurs coureurs du monde qui sont en train de se faire la bagarre dans les rues de Paris, à attaquer à Montmartre avec un peloton de sprinters qui est à leur trousse, alors que c'est 4 profils complètement différents les uns des autres, c'était exceptionnel. Et après arrive là cette dernière montée, Pogačar qui s'isole avec Van Der Poel. Van Der Poel, quelle puissance! On savait qu'il la visait cette étape-ci. Et encore une fois, il faut le dire, merci Pogačar de faire la course, parce qu'il était vraiment pas obligé de le faire. Et ensuite, donc, on a ce mano à mano entre les deux hommes qui sont à l'avant, qui sont peut-être les deux meilleurs coureurs du monde à l'heure actuelle, en tout cas ceux qui ont le plus de titres en monument qui sont actifs, qui sont en train de se relayer à fond pour aller gagner sur les Champs-Élysées devant un peloton avec pas mal de sprinters, notamment emmené par Paul Sexas. Ça, c'était quand même assez fou. Paul Sexas, on se demandait quel serait son rôle sur cette étape-ci. Et il a tout donné pour Olaf Koy, et il a failli condamner Van Der Poel et Pogačar. En tout cas, il a condamné Pogačar et il a failli condamner Van Der Poel. Et finalement, donc, Pogačar donne ses derniers relais jusqu'à la fin. Franchement, super beau jeu Pogačar, parce que à la fin, il savait qu'il pourrait pas gagner. Il sentait que Van Der Poel était plus frais, il sentait que lui, il avait plus rien, il voyait le peloton juste derrière. Et pourtant, ça l'a pas empêché de donner un dernier relais à Van Der Poel, qui a permis à Van Der Poel de s'imposer. Et donc, moi, je pense que c'était le moment le plus intense de ce Tour de France, là, cette étape, mais surtout la dernière ligne droite, l'arrivée sur les Champs-Élysées. J'étais debout devant ma télé, et malheureusement, c'est un élément qui est pas trop revenu cette année sur le Tour de France, les frissons. Je sais pas si vous êtes beaucoup levé de votre chaise, de votre canapé pendant ce Tour de France, et là, je pense que c'était le moment le plus fort en émotion. Et donc cette victoire de Van Der Poel, qui se joue à rien, on voit les sprinters qui reviennent, on voit Philipsen qui lève la main, on se dit attends, mais est-ce que c'est lui qui a gagné, Philipsen, ou est-ce qu'il lève sa main pour Van Der Poel? Est-ce que Pedersen peut gagner aussi? Koy qui fait 5ème finalement, alors toute son équipe a roulé, ça c'était un peu une déception aussi. Et puis finalement on voit la photo finish, et là on est en mode ouf, ça y est, c'est Van Der Poel. Van Der Poel complètement effondré, je sais pas si vous avez vu l'état dans lequel il était à la fin de cette étape-ci, il est allé au bout de lui-même, et il va chercher cette magnifique victoire pour une demi-roue. Et je pense qu'on peut dire beaucoup merci à Pogačar, parce que sans Pogačar, il n'y a pas cette course-ci. Je pense qu'on peut aussi dire un peu merci à Jasper Philipsen, parce que je pense que Philipsen, il était capable de passer devant Van Der Poel, mais il ne l'a pas fait, il a contrôlé, et ça n'en rend que la victoire plus belle. Il faut dire que Van Der Poel, il a énormément roulé pour Philipsen,
sur ce Tour de France. Il aurait pu lui offrir plusieurs victoires d'étape, mais Philipsen n'était pas vraiment au niveau. Il y a juste eu cette étape là en 3e semaine qui arrive à Voiron, où enfin ils ont réussi à mettre la balle au fond. Et là, Philipsen lui rend la monnaie de sa pièce, lui fait un renvoi d'ascenseur, et le laisse gagner sur cette étape où il méritait tellement, et où il rentre dans la légende finalement, Mathieu Van Der Poel. On sait que c'est pas un coureur du Tour de France, qu'il a un peu du mal à terminer, parce que ça l'intéresse pas. Là, il y avait cette étape-ci qui était un peu en point d'orgue, et il a réussi à s'imposer, et c'était tout simplement super comme moment. Je dois te dire que pour les autres années, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que j'ai quand même l'impression que le profil est un peu plus favorable pour les sprinters. Là, vous avez vu tout ce qu'il a fallu pour que ce soit les punchers qui s'imposent. Il faut qu'il y ait eu un quatuor plutôt, Pedersen, Van Der Poel, Pogacar et Evenepoel pour faire rouler le peloton. Et finalement, c'est Van Der Poel et Pogacar qui roulent à fond tous les deux. Pogacar qui se sacrifie pour que Van Der Poel gagne d'une demi-roue parce que son coéquipier l'a laissé gagner. Ça montre quand même que je pense que c'est un final, s'il fait beau, qui est même peut-être plus favorable aux sprinters. Et je crois que c'est ce que disaient Jalabert et Jackie Durand sur Eurosport et France TV. Eux, ils voyaient plutôt un sprint sur cette étape-ci, et je pense qu'ils avaient raison. Et là, ça s'est joué de rien, parce qu'on avait les 2 meilleurs coureurs du monde qui se sont relayés, jusqu'à être complètement cuits, et qui ont réussi à s'imposer. Et donc c'était vraiment une étape exceptionnelle, et je pensais pas que cette année on serait capable d'avoir autant d'émotions que l'an dernier, pourtant ça a été le cas. On verra si l'an prochain le tracé est le même, on verra si les conditions météo sont les mêmes, on verra si on a un homme comme Pogacar pour permettre ce scénario-là, parce qu'il faut le dire, Pogacar il nous saoule parfois, mais là c'est vraiment lui qui est à chaque fois l'acteur sur cette étape finale, et si on l'enlève, il se passe pas la même chose. Et donc on verra si l'an prochain on est capable d'avoir le même niveau d'intensité. Franchement là sur ces 2 dernières éditions c'était complètement fou, donc je pense pas qu'on sera capable d'avoir des niveaux aussi hauts. Mais en tout cas voilà, c'était une étape qui m'a vraiment fait plaisir, et c'est peut-être l'étape frisson de ce Tour de France 2026, qui en a pas tant donné. Et je pense qu'on peut le dire quand même un peu en introduction du débrief global de ce Tour de France. Moi j'ai pas tant vibré que ça. Voilà. Je pense que la lutte au classement général, elle était pas très serrée. Au niveau des étapes, c'était toujours à peu près les plus forts qui gagnaient. On avait quelques armadas qui ont contrôlé la course de A à Z. Et ouais, il n'y a pas trop de moments où j'ai vibré. Après, je pense que j'étais sur le terrain pour l'étape du Col du Hague. Je pense que c'est peut-être une étape de montagne qui était assez forte en émotion, où pas mal de gens ont vibré. Moi, j'étais sur place, donc c'est un peu différent. Je ne l'ai pas vécu depuis ma télé. Mais c'était une très belle étape, c'est vrai. Il y a aussi eu les étapes un peu de transition, je dirais. L'étape du sel, notamment, qui était super intéressante, etc. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup vibré non plus? Je sais pas, c'est aussi lié au fait qu'il n'y ait pas de Français qui gagnent d'étape, on va pas se mentir. Et il y a eu quand même l'étape de l'Alpe d'Huez où Lenny Martinez est à 2 doigts de s'imposer. Là, on a vibré, on a pesté. Moi, j'étais très frustré aussi. Mais ouais, un Tour de France quand même, je trouve un peu terne en émotion. Malgré des beaux résultats de certains coureurs, notamment des Français, même si on n'a pas eu de victoire d'étape, je trouve que c'était un petit peu terne en émotion. Et c'est aussi parce que Pogacar a complètement écrasé ce Tour de France. Et je vous propose qu'on parle directement du bilan des favoris. Pogacar gagne donc ce Tour de France avec 6 minutes 26 d'avance sur Evenepoel, mais c'est pas du tout représentatif de la physionomie de la course. Parce que Pogacar, dès l'étape numéro 2, je le disais, l'étape à Barcelone qu'il laisse à Isaac Del Toro, il sait qu'il a course gagnée. Et après, il roule un peu pour lui, mais il roule surtout pour Isaac Del Toro. Et encore plus à partir du moment où Vingegaard était par terre et abandonné. Et pourtant, Vingegaard, ça n'a pas été un très grand adversaire de Pogacar. Il était déjà très très loin au moment où il abandonne. Et Pogacar savait très bien qu'il avait gagné le Tour à ce moment-là, mais c'était encore plus entériné à partir du moment où Vingegaard n'était plus là, parce que c'était le seul qui allait attaquer Pogacar. Et cette 3e semaine, même la 2e semaine, toutes les étapes de montagne, où Pogacar se retient, attends, dit « Attends, mais il y a Isaac derrière, j'ai pas trop roulé, etc. » Ça montre qu'on a un coureur qui est seul dans sa catégorie de très très loin, et qui fait absolument ce qu'il veut du reste de la course. Et moi j'ai pas trop apprécié. J'en veux pas à Pogacar, il est très fort, voilà. Je vais pas rentrer dans les conflits un peu dopage, etc. C'est pas le sujet aujourd'hui. Juste, factuellement, Pogacar est beaucoup plus fort que tout le monde. Et c'est pas très bon pour l'ambiance et le suspense, hein, malheureusement. Et on vibre pas trop parce que Pogacar décide de tout. Et là, il avait envie, sur ce Tour de France, de faire gagner son coéquipier Isaac Del Toro. Pogacar finit le Tour de France avec 5 victoires d'étape.
Et je sais pas combien il aurait pu en avoir en plus. Bah déjà, juste l'étape de Barcelone, il aurait pu l'avoir. Il la laisse à Del Toro. L'étape où Remco s'impose au sommet, au plateau de Solaison, Pogacar l'avait clairement dans les jambes, il lui laisse. Je pense l'étape de l'Alpe d'Huez, la deuxième, Pogacar aurait très bien pu la gagner. Remco était pas loin de le faire. Pogacar était un ton au-dessus, mais a dit bah non, dès le Galibier, je vais rouler pour Del Toro, je vais faire toute la vallée pour lui, je vais l'emmener tranquillement. Pogacar aurait dû être facilement à 8 victoires d'étape sur ce Tour de France s'il avait joué à fond. Et je pense qu'il aurait eu près d'un quart d'heure sur Remco Evenepoel. Et ça montre vraiment l'écart abyssal de niveau qu'il y a entre ce coureur et le reste du peloton. Et donc, bien évidemment, c'est une victoire pour lui, mais bon, est-ce qu'il est vraiment content? Il était plus content que Del Toro soit sur le podium que lui gagne le Tour de France. Parce que c'était tellement déjà acté, parce qu'il y a une telle différence de niveau, que bon, voilà, ça rend les choses un peu compliquées. On continue donc sur les UAE, Del Toro, 3ème de ce Tour de France. Évidemment, c'est une énorme satisfaction pour lui. On le rappelle quand même, Del Toro, il aurait dû gagner le Tour d'Italie 2025, sauf que UAE n'a pas trop de cerveau pour faire des stratégies. Ils se sont fait avoir par Carapace. Carapace qui a encore joué très crânement sa chance. Je pense à l'étape de l'Alpe d'Huez, où il a un peu condamné Lenny Martinez, parce que Lenny Martinez a joué au plus idiot. Et Carapace, c'est un joueur qui est capable de bluffer, qui est capable de tout perdre pour s'imposer. C'est aussi ce qui fait que c'est un coureur frisson, Richard Carapace, qui a cherché 2 étapes. Et donc il avait battu comme ça Isaac Del Toro, enfin c'était Simon Yates, mais c'était Carapace qui avait enterré Del Toro, mais on savait que Del Toro avait une vainqueur de Giro dans les jambes. Là on se demandait quel serait vraiment son rôle sur ce Tour de France. On se doutait qu'il allait être un peu équipier de Pogacar, c'était son rôle officiel, mais officieusement on savait très bien que Pogacar avait des courses déjà gagnées, et qu'il aiderait probablement Del Toro à avoir un bon classement général. Et ça s'est vu dès l'étape 2 à Barcelone que Pogacar offre à Del Toro. Dès ce moment-là, on sait que Pogacar il a gagné le Tour de France et on voit qu'il va tout faire pour que Isaac Del Toro réussisse le sien. Et finalement, Del Toro fait 3ème. Alors, il a plus de 3 minutes de Remco Evenepoel. Ça montre quand même la distance qui les sépare. Certes, il y a eu l'abandon de Vingegaard. Je pense que Vingegaard était largement quand même plus fort que Del Toro. Mais Del Toro a battu Paul Sexas, par exemple, alors que Sexas l'a mis à l'amende sur pas mal de courses depuis le début de l'année. Je pense au Strade Bianche, par exemple, je pense au Tour du Pays Basque, même si Del Toro n'était pas en très bonne forme. Il y a eu le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, on attendait un peu une bataille entre les deux, et là Del Toro a battu Sexas, donc c'est évidemment pour lui une grande source de satisfaction. Et même s'il l'a battu en étant épaulé par Pogacar, je pense qu'intrinsèquement il avait un niveau supérieur à celui du Français sur ce Tour de France, donc c'est forcément une grande satisfaction. Reste à savoir s'il aurait été devant Lipovic, je pense aussi. Mais donc voilà, Del Toro, le contrat est rempli, il vient chercher le maillot blanc, et donc sur son 2e grand tour, il fait 3ème du Tour de France. C'est simplement un résultat exceptionnel. En plus, on se disait Del Toro, on n'est pas sûr que ça soit vraiment un grimpeur. On ne sait pas trop comment il se comporte sur les arrivées où il y a beaucoup de montagnes. Et bah là, sur ce Tour de France, il a été très très fort. Il y a des moments où on l'a cru un peu lâché. Il y a eu l'étape du Luran, il a perdu du temps. Mais finalement, sur les dernières étapes alpestres, il était très solide. Et c'était le 3e meilleur grimpeur de ce Tour de France, après Pogacar et Remco. Bon, il y a la place de Carapace qui est un peu à discuter, mais voilà. Donc, Tour de France, évidemment, très réussi pour la UAE. Malgré une équipe qui était parfois un peu défaillante. Il faut dire que l'équipe elle a été mise fortement à contribution sur plein d'étapes. Ils ont été impactés par un virus. Alors après ce virus, peut-être que les défenses immunitaires elles sont un peu fragilisées par le fait qu'on mette tous les équipiers à la planche très souvent. Mais ils ont tout géré et ils ont vraiment jamais été inquiétés. Après, franchement, quand on a 2 coureurs comme ça, comme Pogacar et Del Toro, c'est difficile d'être inquiété. Mais je voulais quand même mettre une mention spéciale à tous les équipiers UAE parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Je pense par exemple à Gross Schartner qui fait vraiment une course exceptionnelle. Donc voilà, UAE, rien à dire. Voilà. 6 victoires d'étape sur ce Tour de France. La première place, la 3ème place, le maillot blanc. Que dire de plus? Voilà, tout réussi. Parlons de Remco maintenant. Remco fait 2ème. Et c'est quand même un bon motif de satisfaction. Alors, c'est un peu contrasté parce que Remco, il faut pas oublier que en 2024, il fait 3ème du Tour de France, derrière Vingegaard, pas très loin de Vingegaard d'ailleurs, à 3 minutes de Vingegaard, et avec un boulevard devant tout le reste. Alors c'était peut-être pas exactement la même concurrence, mais Remco en 2024 était à un niveau très très élevé en grand tour. Et après, Remco s'est un peu perdu. En 2024, il fait une très belle fin de saison. Après ce Tour de France, il y a ce doublé
sur les Jeux Olympiques, il va chercher le chrono des championnats du monde, il fait deuxième du Lombardie, etc. Et la saison 2025 de Remco, elle est compliquée. Déjà parce qu'il n'est pas capable de gagner les courses par étapes d'une semaine, alors qu'il y avait la place de le faire. Ensuite, il y a ce Tour de France où il abandonne parce qu'il est blessé. Et voilà. Il y a eu juste la fin de saison où il était exceptionnel sur les classiques de fin de saison, les championnats du monde, les championnats d'Europe, le Tour de Lombardie. Mais sinon, début de saison compliqué. Et 2026, saison bizarre. Il commence très très fort en Espagne dans les courses dont tout le monde se fout. Et dès que ça compte, au Tour de l'UAE, au Tour de Catalogne, il répond pas présent. Voilà, complètement aux abonnés absents. Il y a cette espèce de reconversion en Classic Man qui marche plutôt pas mal, mais qui lui permet pas vraiment de gagner. Troisième du Ronde, troisième de Liège. Au Ronde, il est battu par plus fort que lui, il n'y a rien à dire. À l'Amstel, il fait premier, mais il n'y avait pas une concurrence terrible. Et à Liège, il fait troisième, et il est derrière Sexas, de très loin. Alors que Sexas, c'est un mec de 19 ans qui sort de nulle part et qui lui met vraiment à l'amende sur une course qui est dessinée pour Remco. Et là, on se dit, ah ouais, quand même, Remco, c'est chaud. Comment il va faire pour aller chercher le Tour de France? Il a fait une préparation très sérieuse et elle a été prolifique. Finalement, il a un niveau exceptionnel sur ce Tour de France. Je pense qu'il revient à son prime. De toute façon, tous les ans, il a un prime. L'an dernier, c'était, je disais, la fin de saison, Kigali et les championnats d'Europe. La saison d'avant, c'est le Tour de France, puis les Jeux Olympiques. Et là, sur ce Tour de France, il a encore un niveau vraiment très très haut et très très élevé. Il y a la classique à San Sebastian, ce week-end, je pense qu'il va l'écraser. Et donc, il faut le dire, malgré toutes les critiques qui étaient vraiment justifiées en début de saison, Remco Evenepoel fait un très bon Tour de France. Donc bravo à lui, bravo à l'équipe Red Bull Bora. Et en plus, il y avait un petit conflit interne qui l'opposait à Florian Lipowitz. Là, il a montré, Remco, que c'était lui le vrai leader dans cette équipe-ci. Bon, Lipowitz a abandonné, mais même sur la route, il était en train de prendre l'ascendant, malgré tout. Surtout qu'il a fait une troisième semaine très très solide, Remco. Et même s'il était un peu inférieur à Lipowitz sur les 2 premières semaines en montagne, on a cru à un moment, il y a ce chrono où il allait lui prendre du temps, et je pense qu'en troisième semaine, Lipowitz aurait pas été au niveau de Remco sur la montagne, parce que Remco était très très bon. Donc voilà, bravo Remco. Après, il finit quand même à un boulevard de Pogacar, et surtout, on connaît pas sa place par rapport à Vingegaard, si Vingegaard avait été là. Mais bon, ça, les absents ont toujours tort. Donc très très bon grand tour de Remco Evenepoel. Donc on va en parler très rapidement. Florian Lipowitz, Florian Lipowitz, il a fait un bon Tour de France jusqu'à sa chute. Il va trouver dans ce virage en chrono, il abandonne. Alors certes, il était en train de perdre un peu la dynamique par rapport à Remco Evenepoel, mais sinon, il était encore fidèle à lui-même. Un très bon niveau, un niveau de top 5, constant sur toutes les courses sur lesquelles il passe. Et je trouve que son abandon a fait beaucoup de mal au suspense à Florian Lipowitz. J'aurais beaucoup aimé le voir se battre avec Paul Sexas, Lenny Martinez, Juan Ayuso, Mathias Kelmose, et pourquoi pas même avec Isaac Del Toro et Remco Evenepoel. Enfin, en tout cas, j'aurais bien aimé voir où il se situe en termes de niveau. Il faut qu'on parle de Vingegaard, malgré tout. Vingegaard, donc, qui va gagner ce Tour d'Italie assez facilement, qui arrive sur le Tour de France en disant « Je suis toujours meilleur sur les deuxièmes grands tours », et on se rend compte sur les 2 premières semaines que c'était pas forcément le cas. Il était vraiment très très loin de Pogacar sur le punch. Alors ça, on s'y attend un peu plus, même si l'an dernier, il avait travaillé le punch. Il était capable de tenir Pogacar, je pense à toutes les arrivées, Boulogne-sur-Mer, Rouen, etc. Là, cette année, sur le punch, il était à la rue. Il a beaucoup roulé pour les autres, qui n'étaient pas de son équipe. Ça lui fait perdre du temps au Lioran, par exemple, je pense. Ça lui fait perdre du temps au col du Hague, au Markstein, où il roule un peu tout seul devant. On comprend pas trop sa stratégie. Et puis il y a cet abandon malheureux sur la route pour le plateau de Solaison, après ce contrôle antidopage. Moi je trouve que c'est vraiment dommage qu'il ait abandonné Vingegaard, parce que j'aurais tellement aimé le voir se battre avec Remco, Del Toro, pourquoi pas même Sexas. J'ai l'impression que cette année, il est à peu près à leur niveau. Ou peut-être légèrement supérieur, mais on aurait une belle bataille, et surtout Vingegaard, c'est toujours un coureur qui... Même si on peut le critiquer autant qu'on veut, on peut critiquer la Visma avec leur plan, etc., c'est toujours un coureur qui est acteur sur ces courses-là, et il aurait créé du spectacle, à n'en pas douter, quitte à tout perdre, parce que Remco et Del Toro, eux, visaient plus le podium et n'allaient pas s'engager à 100% pour essayer de battre les autres, mais Vingegaard, on sait qu'il aurait mis tapis,
Et ça m'aurait pas étonné que sur certaines étapes, ils finissent complètement cuits et ils perdent du temps sur les autres. Mais j'ai vraiment ce gros regret de ne pas avoir vu Vingegaard au niveau qu'il avait sur ce Tour de France se battre avec des Evenepoel et Del Toro, et pourquoi pas Sexas. Donc voilà, gros regret. Et globalement, regret pour l'équipe Visma Lease the Bike, parce qu'ils n'ont pas été capables de faire un très très bon Tour de France. Bien évidemment, la chute de Vingegaard a lié pour beaucoup. Mais sinon, les autres n'ont pas été capables de gagner une étape, même s'il y a ce chrono par équipe qui est gagné en première semaine. Puis Ganzoli, on s'attendait, il fait son deuxième Tour de France, son deuxième grand tour pendant la saison, il a 23 ans, ça m'étonne pas qu'il craque, enfin. Jorgensen, un peu malade, mais pas au niveau, malheureusement, même s'il était très malade, on lui en veut pas. Bon, après, c'est cool, il faisait des petits cours d'histoire sur la France, ça c'est toujours très sympa. Coureur qui adore la France, Jorgensen, qui parle très bien français, donc on le salue pour ça. Et après, Bruno et Victor, Bruno Armirail et Victor Campenard ont bossé beaucoup pour les autres. Ça n'a pas souri. Et Kuss était très très proche d'aller chercher cette victoire d'étape. Sur la première variante de l'Alpe d'Huez, il était moins fort que Lenny Martinez et Carapaz. Sur la deuxième, il aurait pu aller la chercher. Il y a ces 2 erreurs en descente. Il avait la pression qui font qu'il n'est pas capable d'aller chercher cette victoire. Et donc, la Visma a finalement un bilan assez famélique sur ce Tour de France. C'est une super puissance et pourtant ils n'ont qu'une victoire d'étape, le chrono par équipe. Ils n'ont aucun coureur placé au classement général. Et voilà, ils n'ont pas été acteurs quand il n'y avait plus Vingegaard. Donc voilà, bilan vraiment très mitigé pour la Visma Lease the Bike. C'est peut-être presque mieux pour Vingegaard qu'il se soit cassé la clavicule parce qu'au moins il n'a pas eu à affronter le fait qu'il n'était pas du tout au niveau. Mais moi je trouve que c'est vraiment très très dommage pour le suspense de ce Tour de France. Si on peut dire que le Tour de France il doit être noté 10 sur 20 cette année, je pense que si Vingegaard avait été là, ça aurait été facile un 13. Parce que moi j'aurais bien aimé voir une grosse bagarre pour le podium avec les autres. Ok, parlons rapidement, on parlera des Français à la fin. Lidl Trek, Lidl Trek c'est l'immense défaillance de Juan Ayuso. Il faut le dire, très clairement, on l'attendait capable presque de jouer le podium. Il y a le Tour Auvergne-Rhône-Alpes qui a quand même donné des indices qu'il n'était pas vraiment au niveau del Toro. Et là, c'est la craquante en 3e semaine. Il était meilleur que Skelmose sur le début, mais en 3e semaine, on a très bien vu dès le chrono que Skelmose, lui, était sur une forme ascendante. Il a très bien joué ces 3 semaines, alors qu'Ayuso a complètement plongé. Et Ayuso est encore jeune, il a le temps de progresser, bien sûr. Il a que 23 ans. Mais là, ça commence à faire beaucoup de déconvenus pour le coureur espagnol. Sa nouvelle équipe va lui donner une nouvelle chance l'an prochain, on verra comment ça va se passer, mais à un moment il va falloir assumer. Alors certes il est très fort sur les courses d'une semaine, mais sur les grands tours c'est vraiment compliqué ces dernières années, donc grosse déception Juan Ayuso. Skelmose, très très beau grand tour, franchement rien à dire, surtout qu'il n'était pas enchanté d'avoir un co-leadership avec Juan Ayuso, on le savait bien, il a bien géré, surtout que je trouve qu'il a roulé pour Juan Ayuso au début quand il pouvait, il n'y a pas eu beaucoup de moments, mais il l'a quand même fait, donc fidèle à son équipe. Mathias Skelmose, on l'a même vu faire le taf pour Pedersen à certains moments. Et c'est son meilleur résultat quasiment sur un grand tour. Alors il en a pas fait beaucoup, il en a fait que 5. L'an dernier, il abandonne sur le Tour de France après une chute. Il fait la Volta qui termine à la 5e place en 2024, mais je pense qu'on peut s'accorder pour dire que c'était pas le même niveau que sur ce Tour de France. Donc c'est premier grand résultat pour Mathias Skelmose sur un grand tour. Donc bravo à lui pour ça. Après, il a quand même un peu atteint un plafond de verre, on va pas se mentir. Mais c'est un beau niveau, donc il faut saluer le beau Tour de France de Mathias Skelmose. On parle ensuite de Richard Carapaz. Richard Carapaz, le magnifique, c'est peut-être le plus beau coureur de ce peloton. Pas physiquement, bien entendu, mais dans sa manière de courir. On savait qu'il allait pas jouer le classement général, il a dit dès le début. Il a dit ouais, moi j'ai pas le niveau pour aller jouer la victoire, donc je vais me contenter de... Enfin, je vais plutôt me dire, j'abandonne le classement général, je joue les étapes et le maillot à poids. Et finalement, il fait un Tour de France qui me rappelle un peu les grandes années de Warren Barguil. Donc 2 victoires d'étape, le maillot à poids, un panache immense en 3e semaine. Richard Carapaz, c'est toujours un coureur exceptionnel en 3e semaine, mais là quand même c'était fou. Il était bien aidé par ses coéquipiers, je pense notamment à Ben Illy. Ben Illy, début de saison horrible, début de Tour de France horrible, et puis au fur et à mesure il a pris de la caisse, et à la fin de la 3e semaine il était complètement ingérable. Mais voilà, Carapaz très très solide en 3e semaine, comportement archi-offensif. Alors certes c'était au détriment de Valentin Paré-Peintre ou de Lenny Martinez, donc on est un peu déçu côté français. Mais quel beau coureur, franchement, merci Richard d'animer un peu ce sport. Et là où les autres sont plus résignés par rapport à Pogačar, lui s'est dit, je vais jouer la course différemment. Voilà, j'ai pas le niveau pour le battre, je vais faire ma course de mon côté.
Finalement, ça lui sourit, ces 2 victoires d'étape, ce maillot à pois. Et puis finalement, il fait 8e au classement général, alors qu'il a dit qu'il ne le visait pas. Et il y a des gars comme Tom Peacock ou Jordan Jegat qui se sont accrochés tous les jours, qu'on n'a jamais vus, qui sont derrière lui et qui n'ont pas brillé. Donc voilà, bravo Richard. On parle de Pitcock, donc Pitcock, il y a eu cette échappée là, à Belfort qui lui a fait reprendre du temps, mais sinon, il n'est pas au niveau pour jouer mieux qu'un très fond de top 10 sur ce Tour de France, vu la densité de la start list. Il a de la chance que Lipovic et puis Vingegaard aient abandonné. Et bon, il est quand même relativement solide, on va pas se mentir, il a fait 3ème de la Volta l'an dernier, c'était bien. Moi, je l'ai trouvé quand même assez battant parce qu'il a longtemps fait rouler son équipe pour tenter des trucs. Parfois, pour protéger un fond de top 10, c'était un peu rageant, mais bon, il est clairement à sa place, Tom Pidcock. Je préférerais quand même qu'il joue des étapes plutôt qu'un classement général. C'est un coureur aussi qui est capable d'être très explosif. Je le préférerais probablement dans ce registre-là plutôt que de faire une 9ème place en s'accrochant et en étant lâché assez rapidement dans les ascensions. Et top 10 pour Jordan Jegat, ça c'est la très très bonne nouvelle. Jordan Jegat qu'on n'imaginait pas du tout à ce niveau-là. Et puis il y a eu 2 grosses échappées qui lui ont permis de reprendre du temps. L'échappée à Belfort tout d'abord, et puis l'échappée à Voiron. Et ensuite il a été solide, régulier. Et il va encore chercher un top 10 pour son 2e Tour de France. Devant des coureurs par exemple comme Tobias Alandio Johannessen, Sepp Kuss, David Epiganzoli, Jay Hindley. Donc c'est très solide. Il y avait même des Egan Bernal, des Dan Yates, des Tim Arensman, Derek G, etc. Tous n'ont pas joué le classement général. Mais voilà, c'est super pour Jordan. Très très beau Tour de France alors qu'il a eu un début de saison compliqué. Il vient encore chercher un top 10. Je trouve que globalement la Total Energy a brillé sur ce Tour de France. On en parlera un peu plus après quand on parlera du bilan des Français. Mais voilà, super course de Jordan Jegat. Je suis très content pour lui. Parlons de Lenny Martinez. Lenny Martinez qui fait donc 5ème de ce Tour de France. Lenny Martinez ne devait pas jouer le classement général, il devait jouer les étapes et le maillot à pois. Finalement, il a été embarqué un peu malgré lui après une bonne première semaine dans ce classement général. C'est aussi lié à la défaillance de Tiberi, on va pas se mentir. Il est devenu le leader unique de cette Bahreïn Victorious. Il s'est accroché, il était un peu faible dans les 2 premières semaines. Et en 3ème semaine, il a été très très fort en montagne. C'est vraiment là qu'il m'a impressionné Lenny, moi c'est dans sa capacité à être fort en montagne en 3ème semaine. Il était même meilleur que Sexas, il faut le dire, sur cette 3ème semaine en montagne. Et moi je savais que c'était un bon coureur de course d'une semaine. En fait il a progressé linéairement, Lenny Martinez. Cette année, il fait une très très belle saison, on peut pas se mentir. Il y a d'abord ce tour, ce Paris-Nice, où il va chercher une étape 5ème du classement général. Tour de Catalogne, 2ème du classement général derrière Vingegaard, devant Lipovic. C'était quand même une très très belle course. Le Tour de Romandie, 3ème du classement général. Tour de Suisse, il avait chuté. Il y a cette dernière étape à Villars-sur-Olon où il est capable, où il est pas loin d'aller résister à Pogačar. On sait qu'il est très bon sur les courses d'une semaine. Moi, je doute pas que d'ici 2-3 ans, Lenny Martinez remportera une course par étape pour un tour d'une semaine. Et là, c'est la première fois que sur un grand tour, il nous fait une masterclass comme ça. Quand même, il faut qu'on rappelle, Lenny Martinez, déjà, il a que 23 ans. Il a eu 23 ans pendant le Tour de France, donc il est au début de sa 23e année. Et sur les grands tours, en 2023, alors il a 19 ans, je crois. Il fait le Tour d'Espagne, il va chercher le maillot rouge. Ensuite, 2024, il commence à exploser. Il part chez Bahreïn. Et la Groupama FDJ, dans un élan du désespoir, dit bon vas-y, foutu pour foutu, on le met sur le Tour de France, où il était clairement pas prêt. Il fait 124e du classement général. 2025, chez Bahreïn, pas bien préparé, malade. Essaye de jouer le classement de la montagne, finit 3ème. Il y a des images un peu moches. Je pense notamment au bidon collé, etc. Et là, quel gap pour l'an prochain, le 2026, là. 5ème du classement général, s'est battu à la pédale avec les meilleurs tout le temps, pas loin d'aller chercher une victoire d'étape historique à l'Alpe d'Huez, même si c'était un peu frustrant sur le moment, on va pas se mentir. Je pense qu'il l'avait dans les jambes, il savait peut-être pas, parce que je pense qu'il allait très très loin dans la douleur. Et avant que Pogačar ne revienne, il était probable, au moment où il refusait les relais avec Carapaz, je pense que dans sa tête, il n'était pas prêt à aller à ce seuil de douleur-là. Et finalement, c'est très frustrant pour nous, parce qu'il avait la gagne dans les jambes et il l'a pas eu. Mais je pense que c'est aussi un peu frustrant pour lui, on va pas se mentir. Je pense qu'il n'était pas conscient qu'il était capable d'aller la chercher. Et sinon, super grand tour, 5ème au classement général. Beaucoup de certitudes pour la suite de sa carrière.
et même pas très loin de reprendre Paul Sexas, en fait, tout simplement, dans la dernière semaine. Donc, chapeau Lenny Martinez, super Tour de France. Après, son caractère de raton, on le savait déjà, hein, on était au courant. Ça nous arrange bien quand il gagne, quand il perd un peu moins. Mais moi, je suis pas, j'apprécie pas trop, on va dire. Il est raton, il va chez la Bahreïn pour l'argent, alors que c'est une équipe un peu trouble. Mais malgré tout, c'est un coureur avec de la personnalité et surtout une résilience hors norme. Donc, on peut le féliciter pour ça. Super Tour de France de Lenny Martinez. Et enfin, il faut parler de Paul Sexas, bien évidemment. C'est le sujet principal peut-être de ce Tour de France-ci. Paul Sexas qui finit donc 4ème de son premier Tour de France à 19 ans. Derrière Pogacar, Evenepoel, Del Toro. Et devant des gars comme Lenny Martinez, mais surtout Juan Ayuso, Richard Carapaz. Sur le papier, il fait un très bon Tour de France, Paul Sexas. À 19 ans, son premier grand tour, finir 4ème, être à la bagarre avec les meilleurs tout le temps, c'est super. Et même dans les 2 premières semaines, il y a des étapes où il est peut-être le 2e, 3e meilleur en montagne. C'est exceptionnel. L'étape du Markstein, il est super fort. L'étape du Tourmalet, il est très très fort en montagne. Et il fait un super Tour de France sur le papier. En plus, il a une équipe qui l'a bien entouré. Ça, c'était aussi un autre motif de satisfaction. Mais, je vais le dire, son Tour de France à Paul Sexas m'a déçu. Voilà. Alors, je dis que c'est un très bon Tour de France, mais qui m'a déçu. Ça peut paraître un peu contradictoire. Mais quand j'ai fait la preview de ce Tour de France, j'en faisais mon favori pour la 3ème place. Il finit 4ème, alors que Vingegaard a abandonné, que Lipovic a abandonné. Factuellement, on peut dire qu'on est un peu déçu. Factuellement, il met Isaac Del Toro à l'amende sur les Strade Bianche. Il gagne le Tour du Pays Basque où Del Toro est inexistant. Bon, il y a des raisons de santé derrière là-dessus. Il n'y a pas eu d'affrontement sur le Tour régional, donc on ne pouvait pas savoir le niveau des autres. Mais globalement, sur cette saison, quand ils se sont vus, c'est que ça, c'était meilleur. Et là, il finit derrière Del Toro. Remco Evenepoel fait un début de saison moyen, mitigé. Il se fait laminer par Paul Sexas sur le Liège-Bastogne-Liège. Alors, c'est pas la même course, mais c'est quand même une autre course très difficile. Il finit devant Paul Sexas. Et je pense que quand j'ai fait la preview, je disais 1 Pogacar, 2 Vingegaard, 3 Sexas. C'est-à-dire que je mettais Sexas devant Evenepoel, devant Del Toro. Alors certes, je pouvais pas savoir que Evenepoel allait avoir un tel niveau sur ce Tour de France. Je pouvais pas imaginer que Isaac Del Toro allait avoir une telle constance et qu'il allait jamais craquer. Mais factuellement, je voyais Paul Sexas devant ces coureurs-là. Et est-ce que je me suis enflammé ? Bien sûr. Et pourtant, j'étais le premier à dire il faut être prudent, il est très jeune, il a 19 ans, c'est son premier grand tour. Mais malgré tout, c'est impossible de ne pas s'enflammer. Et quand on a vu ses performances sur la classique d'Ardèche, quand on voit ses performances sur les Strade Bianche, sur Liège-Bastogne-Liège, sur la Flèche Wallonne, sur le Tour du Pays Basque, même quelqu'un de très prudent comme moi qui voulait pas s'enflammer, et je l'ai fait malgré tout. Et j'en attendais mieux de Paul Sexas. Je le voyais pas gagner ce Tour de France, mais j'espérais très sincèrement qu'il serait 3ème et qu'il serait capable de battre à la pédale Del Toro et Remco Evenepoel. Et ça n'a pas été le cas. Donc factuellement, il faut le dire, j'ai été un peu déçu. Surtout qu'il n'était pas très loin de se faire reprendre par Lenny Martinez. Ça, c'est quand même une course qu'on n'avait pas envisagée. Mais, je le redis, Paul Sexas fait un très très bon grand tour. C'est la première fois qu'il faisait une 3ème semaine. Il a eu souffert dans la dernière semaine. C'était très dur la 3ème semaine. Il s'est accroché. Il a montré qu'il avait les capacités pour tenir sur un grand tour malgré tout, alors que c'était son premier. Je pense qu'il faut quand même revenir un peu à ce qu'était Paul Sexas il y a un an. Il y a un an, Sexas, il est 8ème du Critérium du Dauphiné, et ensuite, il va faire le Tour de l'Avenir, qu'il gagne difficilement face à Jarno Widar et Jürgen Nordhagen. Et on pourrait dire aussi Lorenzo Finn. Lorenzo Finn, il marche très bien cette année chez les jeunes. Nordhagen, il fait ses débuts un peu mitigés chez les pros, et Jarno Widar, il a des problèmes de santé, on le voit pas. Sexas, lui, fait 4ème du Grand Tour le plus difficile de l'année, avec une start list la plus relevée de ces 10 dernières années. Donc, évidemment qu'il réussit son Grand Tour, bien sûr. Et en plus, il y a eu quand même une certaine force de caractère. Il a eu la pression pendant toutes les 3 semaines, il a assumé. Avec son équipe, ils ont assumé tout du long. Je pense à ce mouvement là dans la dernière étape de l'Alpe d'Huez, où il perd un peu tout, là, où il se dit « Je suis cuit, je sens que les autres sont plus forts que moi, mais il faut que je tente. » Et il dit à Nicolas Prodhomme et à Ricky Tello « Allez rouler !» Et ils sont en train de le faire crever dans la roue, le gars est cuit derrière ses équipiers, et pourtant il a le cran de leur dire « Allez rouler !»
Moi, je suis quatrième, je veux pas avoir de regrets, je veux tenter le tout pour le tout, même si je me sens pas bien, je vais rouler comme un patron. Et il a roulé, il a perdu. Derrière, il y avait Del Toro et Pogacar qui rigolaient bien en disant bah tiens, il est cuit, bon bah on va le contrer. Ils ont eu raison, il a failli perdre sa quatrième place au profit de Lenny Martinez, mais il a tenté. Et encore, il faut le répéter, à 19 ans, il fait quatrième du Grand Tour le plus relevé de la saison et un des plus grands tours les plus relevés de ces dernières années. Donc bravo Paul Sexas. Je suis un petit peu déçu, je peux pas m'en empêcher, j'aurais bien aimé l'avoir attaqué en montagne, j'aurais bien aimé le voir déposer Remco et Isaac Del Toro, mais factuellement il fait un très très bon Grand Tour, et c'est évidemment prometteur pour l'avenir. Et bien sûr que je me suis enflammé sur des courses d'un jour, alors que ça n'a rien à voir avec un Grand Tour, et je le savais pourtant qu'il fallait pas que je m'enflamme. C'était plus fort que nous, et je dois dire que je suis un petit peu déçu, mais ça n'en empêche rien à la qualité du Grand Tour qu'a fait Paul Sexas. Donc voilà. Et puis en plus, avec son équipe, ils étaient très bons. Je dois le dire quand même, Riccitello, début compliqué d'année. Et là, il a été bon en troisième semaine. Nicolas Prodhomme, quel travail, c'était franchement cool. Et puis bah la dernière étape à Paris où il fait un peu de relais pour Olaf Koy, c'est aussi une belle image. Donc je pense qu'il faut être confiant pour l'avenir. Je sais pas quelle est la marge de progression de Paul Sexas, mais là franchement, il est toujours sur la pente ascendante et j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'an prochain. Et même j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les classiques de fin de saison. Là, il va faire un nouveau bloc d'entraînement, il va se reposer un petit peu, il reviendra à Québec, Montréal, au championnat du monde, au Tour de Lombardie, et on verra où est sa place, et on verra s'il est recapable de se battre avec des Remco et des Del Toro, comme c'était le cas sur les Strade Bianche ou sur Liège-Bastogne-Liège. Voilà la petite parenthèse Paul Sexas refermée, et je pense qu'on a à peu près fait le tour pour les hommes du classement général. Maintenant, je propose qu'on parle des classements annexes, le classement par points, remporté par Mats Pedersen. Il n'était pas favori au départ de ce Tour de France pour être maillot vert, Pedersen. C'est le classement intermédiaire qui l'a fait gagner, ce classement par points, clairement. Il avait cherché tous les sprints intermédiaires, il était très très fort. En troisième semaine, il a encore fait des efforts monstrueux. Il n'y avait pas grand chose à faire pour ses adversaires, très clairement. Même si il m'a déçu sur les sprints massifs, je dois dire que même si, évidemment, vu la force qu'il avait sur les autres étapes, il a forcément dû concéder un peu de pointe de vitesse et c'est pas forcément étonnant qu'il fasse genre 9ème de certains sprints massifs, 12ème. Mais voilà, il m'a vraiment impressionné Mats Pedersen, toujours à l'attaque. Et en fait, même à un moment, je me suis dit c'est trop. Et je pense qu'il faut qu'on en parle maintenant. Je trouve que la Lidl Trek a fait un mauvais Tour de France en termes de stratégie. Ils étaient très très forts, trop forts. Ils ont surdominé tout le monde dans les échappées. Et pourtant, je trouve qu'ils ont un peu mal couru, malgré tout. Et les efforts de Mats Pedersen, même s'ils sont louables, je trouve qu'il a un peu couru comme un poulet sans tête à certains moments. Et genre quand il attaque dans le col de la Croix de Fer, là sur la dernière étape de montagne, qu'est-ce que tu nous fais? T'es quasiment sûr d'être maillot vert. Tu reviens, t'attaques le peloton maillot jaune dans le col de la Croix de Fer, mais qu'est-ce qui te prend? Et je pense que c'est peut-être la performance la plus impressionnante de ce Tour de France après Pogacar, très clairement. Pedersen, absolument intouchable. Trop fort. Pas beaucoup de points de vitesse, mais trop fort dans tout. Et bah, c'est fou. Et j'en viens presque à me dire que si quelqu'un doit avoir des soupçons sur du dopage, c'est peut-être sur Mats Pedersen qu'il faut se retourner parce que le gars avait des cartouches à l'infini. C'était complètement fou. Alors, je vais pas mettre de soupçons sur lui, bien entendu, c'est un coureur que j'adore, mais il était juste trop fort. Et donc voilà, il s'impose devant Philipsen et Girmay. Petite place quand même de Max Kanter, à noter, qui fait 4ème de ce classement par points. Il a fait des beaux résultats, et je dois dire que l'équipe XDS Astana, on l'a pas trop vu. Par contre, ils avaient un très bon train. Ça, c'était vraiment un point de satisfaction pour cette équipe-là. Classement du meilleur grimpeur, bah, c'est le crève-cœur, hein. Valentin Paré-Peintre qui l'a visé, qui a tout donné, mais il est tombé sur un os, tout simplement. Richard Carapaz est injouable. Richard Carapaz, c'est un vainqueur de grand tour, et c'est un homme d'une trempe de champion. Je dis pas que Valentin Paré-Peintre, c'est pas un champion, mais Carapaz, il boxe dans une autre catégorie, et à partir du moment où il l'a voulu, bah, il l'a eu. Et Paré-Peintre s'est battu comme un beau diable, mais je pense que c'était juste pas possible d'aller le chercher, ce maillot de la montagne, parce que Carapace était trop fort, mais Carapace, il l'a mérité. Il a tellement donné. C'est aussi, je parlais de résilience récemment, la Carapace, c'est vraiment le coureur incarné pour la résilience. Je sais pas si vous vous souvenez, même ces étapes dans le col du Markstein, etc., là, c'était incroyable. Là, ces 3 dernières étapes alpestres,
Il était tellement fort, il a jamais rien lâché. Alors certes, c'est facile quand on a beaucoup de cartouches et qu'on est très solide, mais je pense à son étape qu'il va chercher à l'Alpe d'Huez. Le gars est à la rupture tout du long, et pourtant on le voit là derrière Sepkus avec son petit air facile, et derrière il y a Carapace qui montre les crocs, et qui dit ouais, je suis largué parce que j'ai mal aux jambes, mais je vais jamais rien lâcher. Et c'est franchement archi mérité qu'il soit plus grand, qu'il soit élu combatif de ce Tour de France, super combatif. Et franchement, c'est un modèle qui peut inspirer beaucoup de coureurs, Richard Carapace. Moi, je l'adore. C'est un coureur super offensif. Il a réussi à trouver sa place dans ce cyclisme de 2026 qui fait la part belle très fort. Et voilà, j'adore sa manière de courir. C'est top. Donc, archi mérité. Et le classement du maillot blanc, bon, on n'en parle pas trop, c'est le classement général et c'est forcément Isaac Del Toro. Donc voilà pour les classements annexes. On va parler des Français parce que on a fait un beau classement général. 4e, 5e, 10e, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. C'était un Tour de France très relevé, il faut le souligner. Mais on n'a pas été capable d'aller chercher une victoire d'étape, et ça fait que 3 fois depuis le début du Tour de France que c'est pas arrivé. Et je pense qu'il faut quand même dire qu'on n'était pas trop au niveau cette année. En fait, on a 2 coureurs qui étaient très forts, c'était Lenny Martinez et Paul Sexas, sauf qu'ils jouaient le classement général, donc ils étaient toujours confrontés pour jouer les victoires d'étape à des gars comme Pogacar. Et à ce moment-là, c'était pas possible d'aller la chercher, parce que Pogacar évolue dans un autre monde. Et après, tout le reste, on en parlera juste après sur l'homogénéité des équipes les plus fortes, mais je pense qu'on n'avait pas des coureurs au niveau pour aller chercher une victoire d'étape, et c'est assez logique qu'on n'en ait pas. Et finalement, sur ces dernières années, on a été sauvés, à certains moments, par des coureurs. Je pense l'année où Laporte gagne de manière un peu exceptionnelle sur l'avant-dernière étape, un truc comme ça. L'an dernier, Valentin Paré-Peintre qui nous sauve avant tout en faisant une performance XXL. Ça fait plusieurs années que ça nous pend un peu au nez de ne pas avoir de victoire d'étape. Et voilà, ça arrive cette année. Et franchement, c'est assez logique. Alex Baudin n'est pas passé très loin non plus. Je pense qu'il avait une très bonne forme. Il n'a pas été toujours dans les bonnes échappées. Parfois, il devait se plier pour être au service de certains de ses équipiers. Il y a l'étape du sel où il était dans le bon coup, mais il était dans un coup magistral. Le gars, il était avec Mathieu Van Der Poel, Tobias Allan-Johannessen et Tom Pidcock. Est-ce qu'on peut en vouloir à Alex Baudin de ne pas avoir réussi à gagner cette étape-là? Juste le fait d'être dans ce groupe-là, déjà, c'était une victoire en soi. Donc, franchement, rien à dire sur le Tour de France d'Alex Baudin. Vraie satisfaction côté français. Côté Décathlon CMA CGM, pardon. Aurélien Paré-Peintre et Nicolas Prodhomme, qui étaient les 2 coéquipiers français de Paul Sexas, ils ont été coéquipiers. Prodhomme a eu une fois sa chance dans une échappée, ça lui a pas souri. Je crois que c'était l'étape des Angles, si je dis pas de bêtises. Elle a été choisie par Pogacar, c'était difficile d'y résister. Il me semble que c'est le dernier échappé, celui qui résiste le mieux. Encore une fois, Prodhomme n'a pas grand chose à se reprocher. Il aurait peut-être pu gagner une victoire d'étape en 3e semaine, vu la forme qu'il avait. Il avait un rôle trop important auprès de Paul Sexas, donc il n'avait pas le champ libre. On peut pas lui en vouloir. Paul Sexas, on en a déjà parlé, sa position au classement général, elle est exceptionnelle, et elle lui a empêché de gagner des victoires d'étape. Pareil pour Lenny Martinez, même s'il y a cette frustration d'étape de l'Alpe d'Huez, bien évidemment. Valentin Paré-Peintre, désolé, mais Valentin ne pouvait pas faire mieux. Il a été magnifique dans son rôle de chasseur de maillot bas poids. Il est juste tombé sur un mec trop fort. Et bien évidemment, ça l'a un peu condamné pour les victoires d'étape. Mais je sais pas s'il avait le niveau pour jouer une victoire d'étape tellement les autres étaient forts. Donc pas de regrets pour Valentin. Quelques regrets pour les Français de la Net Compagnie Ineos. Globalement, la Net Compagnie Ineos a couru à l'envers. Je pense qu'ils avaient peut-être le chrono inaugural dans les jambes. Il y a eu cette crevaison de Kevin Vauquelin. On savait pas encore à ce moment-là que ça allait être le running gag, les crevaisons d'Ineos. Mais je pense que sans la crevaison de Vauquelin, franchement, Vauquelin peut aller chercher la première étape avec la Ineos et porter le maillot jaune. Je le dis sincèrement, même si je pense que sur le reste du Tour de France, Vauquelin, il n'était pas en très bonne forme, on l'a vu. Il n'a pas été capable de jouer les victoires d'étape. Je pense quand même que sur ce chrono, ça pouvait jouer, et c'est ma petite déception. Et après, il y a Dorian Godon. Alors, Dorian Godon, il a chuté, il a ce trauma crânien. Je sais pas trop sur quelle étape il aurait pu briller, franchement, parce qu'il y avait des coureurs trop forts partout. Peut-être l'étape de Belfort à la rigueur, mais vu son état de santé, on peut pas lui en vouloir à Dorian Godon de ne pas avoir pu briller sur ce Tour de France. Côté NSN, Mathis Louvel, on n'en parle pas, c'est un équipier. Côté Lotto Intermarché, Baptiste Beithofer a fait son taf.
Il a attaqué quand il fallait, etc. Il s'est beaucoup montré à l'avant, il a animé des étapes que personne ne voulait animer. Donc merci Baptiste, t'as fait un super travail. Cofidis, compliqué, hein. Benjamin Thomas, moi c'est un coureur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de panache. On l'a pas vu de ce Tour de France. Je crois qu'il fait l'échappée qui va à Belfort, mais ils étaient tellement nombreux qu'on ne l'a pas vu. Hugo Page, il était dans le groupe qui fait la victoire à Voiron. Il fait 12ème, alors que c'est un bon sprinter. Je pense qu'il avait juste plus de jus. Et voilà, un petit peu décevant Hugo aussi, même si on n'en attend pas forcément beaucoup de lui. Hein. C'est pas non plus un coureur de très grande classe. Julien Alaphilippe, Julien, Tour de France vraiment très douloureux. On a vu qu'il est plus haut niveau. Moi, l'étape de Nevers, elle m'a fait très très mal. Hein. De le voir péter comme ça, c'est un coureur qu'on aime tellement, Julien Alaphilippe. Le voir s'abaisser à ce niveau-là, c'est terrible. Il m'a fait quand même un peu plaisir sur l'étape d'Alpe d'Huez, où il finit 29ème, où il accompagne longtemps les meilleurs. Là, je me suis dit, ah tiens, c'est un peu plus le Julien qu'on connaît. Mais malheureusement, c'est un peu son déclin, et il l'a dit lui-même. Il l'a dit, je ferai plus le Tour de France. Alors, est-ce qu'il a parlé à chaud? Est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. Mais la page Alaphilippe est bien refermée pour longtemps, je pense. Warren Barguil, c'est un peu le même délire, en moins fort que Alaphilippe, mais là on l'a pas vu non plus, il n'était pas au niveau. Après c'est aussi le cas de toute la pique-nique post-NL, mais je pense que Warren c'est un coureur qui approche de la retraite, qui est maintenant un peu dépassé en termes de forme, en termes de méthode d'entraînement, j'en sais rien. C'est un coureur très sympathique, mais il a plus le niveau, donc il faut aller pas en attendre beaucoup plus. Parlons satisfaction quand même avec la Total Energy. Je trouve qu'ils ont fait un très beau Tour de France. Juste, je suis un peu deg de ne pas avoir vu Anthony Turgis. Alors il fait des top 10, hein, comme d'hab, sur des sprints ou des étapes un peu dures. L'étape de Pau, il fait 9ème. L'étape de Nevers, 7. Chalon-sur-Saône, 6. L'étape de Paris, 8. Et il fait 10 au classement du maillot vert. Tour de France un peu moyen pour Anthony Turgis. J'aurais bien aimé le voir sur une échappée. Il avait probablement pas le niveau, mais on se souvient de sa victoire magnifique en 2024. C'est censé être le leader de cette équipe Total Energy. On a vu qu'il a passé le flambeau à Jordan Jegat, qui a fait lui un super Tour de France, rien à dire. Et je dirais globalement, les autres Total Energy, ils ont joué avec leurs cartes. J'ai beaucoup aimé Nicolas Broyard, j'ai bien aimé les attaques de Joris Delbov, j'ai trouvé Alexandre Delettre plutôt bon. On a vu pas mal à l'avant Thibaut Guernalec, Mathis Lebert. Il me semble que Matteo Vercher fait aussi une échappée. Et franchement, vu le niveau intrinsèque de ces coureurs-là, je trouve que la Total Energy a fait un Tour de France absolument respectable. Et ils ont honoré leur invitation sur ce Tour de France. Donc voilà, c'est une vraie satisfaction côté français. Il y a une équipe française qui n'a pas fait de satisfaction, c'est la Groupama FDJ United malheureusement. Clément Berthet abandonne sur l'étape 1, enfin fini mais ne repart pas le lendemain, on peut rien lui en vouloir. Les autres c'est un peu compliqué, on n'a pas vu Quentin Paché. Clément Rousseau a joué les sprints, il a fait quelques top 10 aussi. Mais sinon, les autres leaders qu'on attendait, on les a pas vus. Romain Grégoire, il était hors de forme. C'est dommage, hein. On a vu qu'il s'est donné énormément. Sur les premières étapes à Barcelone, il est pas très loin, mais ensuite il lâche. Sur l'étape de Belfort, on attendait beaucoup de lui, mais il n'était pas au niveau. Et ça fait un peu mal parce qu'il était tellement fort sur ce championnat de France, Romain Grégoire, que là il est vraiment rentré dans le rang et c'est un peu à l'image du reste de sa saison, où je trouve qu'il était un peu en dessous. Et voilà, ça me fait un peu mal pour Romain Grégoire, parce que j'aurais bien aimé le voir briller sur ce Tour de France, surtout avec le maillot de champion de France, et je sais que c'est compliqué à vivre pour lui. Ewan Kostiou, il s'est battu, il allait dans les échappées, il a eu parfois un bon niveau. Je pense notamment à l'étape qui arrivait au plateau de Solaison, si je dis pas de bêtises, où il était fort dans l'échappée. Mais sinon, j'aurais peut-être attendu un petit peu plus d'Ewan Kostiou quand même, parce qu'il a fait un super championnat de France du chrono notamment, qui m'avait un peu hypé. Mais voilà. En plus, il avait fait une belle Amstel, il me semble. Donc j'en attendais un peu plus d'Ewan, mais tant pis. Et là, il faut parler de la vraie déception, c'est Guillaume Martin. Hein. Guillaume Martin, moi, j'en attendais pas beaucoup. On sait qu'il est en train de régresser sur ces dernières années. C'est pas forcément de sa faute. Je pense qu'il a un niveau à peu près constant depuis 2020, où il était exceptionnel. Faut dire quand même sa saison 2020, hein, Guillaume Martin est folle. Il y a ce Tour de France où il joue longtemps le top 10. Finalement, au classement général, il fait 11. Mais après Orsières-Merlette, il est 5e du Tour de France en faisant 3e à cette étape-là. Il est fort pendant les 10 premières étapes, et ensuite il s'effondre un peu. Il va chercher ensuite le maillot de meilleur grimpeur sur la Vuelta, pas loin d'aller chercher une étape. Mais depuis, malheureusement, Guillaume Martin, c'est la régression constante, et je pense qu'on est proche de la fin de sa carrière.
Son contrat court jusqu'en 2026, je ne sais pas ce qu'il fera l'an prochain, mais là il est censé être un des leaders de l'équipe sur le Tour de France. Il a fait des échappées où il était invisible. Et ça m'embête parce que c'est un coureur que j'aime beaucoup, mais là il est clairement pas au niveau, il faut le dire. Un peu à l'image de tous les leaders de la Groupama FDJ cette année. Hein. Et le coureur le plus satisfaisant sur l'année pour la Groupama FDJ United, peut-être mettre Romain Grégoire un peu à côté, c'est Clément Bras-Afonso, ou Clément Bras-Afonso, je sais pas comment on dit exactement. C'est un gars qui vient des équipes amateurs, il est pro depuis l'an dernier. On l'a vu déjà très fort sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, et là sur le Tour de France, il a brillé, il a fait beaucoup d'échappées, il s'est bien accroché, il était fort malgré tout, il a joué avec ses armes, et c'est lui qui a le mieux porté le maillot de la Groupama FDJ United, alors que c'est un jeune. On a vu ces moments où il était devant Thibaut Pinot en mode c'est mon idole et tout. On sent que c'est un gars qui vient de loin, qui n'a pas été élevé avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et j'ai beaucoup aimé son Tour de France à Clément Bras-Afonso. Et je pense qu'il a un peu sauvé celui de l'image de la Groupama FDJ United. Donc voilà pour les Français. Il y a quand même un élément dont je voulais parler pour finir. J'ai déjà parlé donc de l'ultra-domination de Pogačar. C'était franchement pas super cool à suivre en termes de résultats, tout simplement, sur ce Tour de France. Il n'y a pas eu de suspense. Et je voulais parler donc de l'hégémonie des meilleures équipes. On va faire la liste des vainqueurs sur ce Tour de France. Visma Lease the Bike au chrono par équipe. Bon, là, pas grand-chose à dire. Isaac Del Toro, une fois. Tadej Pogačar, 5 fois. Del Toro, c'est un coureur top 5 mondial, un top 10. Pogačar, c'est le meilleur coureur du monde, il gagne 5 fois. Mats Pedersen, l'étape 2 fois, qui va remporter. Mats Pedersen, c'est un coureur de fou, furieux, je l'adore. Et surtout, sur les étapes en échappée, la Lidl Trek, elle était insubmersible. L'équipe UAE, elle était insubmersible sur les étapes qui voulaient gagner. Ils étaient incontrôlables, ils allaient toujours la chercher. Tu peux mettre autant de mecs que tu veux dans l'échappée. T'as Nils Politt, Florian Vermeersch, Timo Lenz qui roule, c'est un rouleau compresseur. En échappée, t'as l'équipe Lidl Trek qui est un rouleau compresseur. Ensuite, qui gagne les sprints, Olaf Koy, c'est un des 3 meilleurs sprinteurs du monde. Tim Merlier qui va chercher 3 étapes au sprint, qui est le meilleur sprinter du monde. Les échappées n'ont pas trop existé dans les étapes de sprint, sauf celle à Bergerac où Liam Slock, je crois, était pas très loin, ça m'a fait plaisir. Ensuite, Van Der Poel va chercher l'étape du sel en échappée. Donc, une des rares étapes où les échappées peuvent aller avant. La première, c'est Pedersen qui va la choper. La deuxième, c'est Mathieu Van Der Poel, et qui récidive sur l'étape de Paris. Donc, doublé pour Van Der Poel. Ensuite, il y a la petite surprise. Søren Warren-Skjold sur l'étape de Nevers au sprint. C'est la plus grosse surprise de ce Tour de France. Et c'est le coureur le moins fort qui s'impose. Et pourtant, il était très très bon, Søren Warren-Skjold. Ensuite, Mauro Schmid qui gagne en échappée à Belfort. Masterclass de la Jayco Alula, il faut le dire. Et Mauro Schmid, c'est pas n'importe qui, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il brille pas sur les très grandes courses. Mauro Schmid, cette année, c'est un des coureurs qui fait le plus de points UCI. Deuxième du Tour Down Under. Quatrième du Tour d'Oman. Il a gagné la semaine internationale Coppi Bartali. Deuxième de la Flèche Wallonne, alors qu'il est assez lourd quand même malgré tout. Il a eu quelques galères aussi, des chutes, etc. Là, il va chercher une étape. C'est un coureur de très très grande qualité, Mauro Schmid. Et surtout dans cette étape qui arrivait à Belfort qu'il a gagné, l'équipe Jayco Alula avait la main mise sur l'étape. Ils étaient très très forts en échappée. Il y avait Ben O'Connor, Luc Plapp et puis Michael Matthews. En plus de Mauro Schmid, ils étaient super forts. Et donc Mauro Schmid en plus fait deuxième à Voiron et à Orsières-Merlette. Ça montre quand même le niveau du gars. Mais c'était avec Søren Warren-Skjold les plus grosses surprises entre guillemets de ce Tour de France. Ensuite, qui d'autre ? Evenepoel, il gagne le chrono, il gagne au plateau de Solaison. Evenepoel, c'est un des coureurs top 3, top 5 du monde. Il est imprenable. Philipsen qui gagne l'étape de Voiron pour les échapper au sprint. Philipsen, c'est un top 5 meilleur sprinter, top 3 meilleur sprinter du monde. Et ensuite, le dernier qui gagne, c'est Richard Carapace, qui est un vainqueur de G Grand Tour, qui est très très fort et qui va vampiriser les étapes prévues pour les échappées de montagne, pour les petits grimpeurs baroudeurs. C'est que des coureurs top 10, top 15 mondial qui ont gagné sur ce Tour de France, à l'exception de Warren-Skjold et de Mauro Schmid. Mauro Schmid, il est pas loin d'être dans le top 20 mondial, Warren-Skjold un peu plus loin. Ça montre quand même l'ultra-domination des très très grosses équipes, et les très très grosses équipes ont cadenassé toutes les courses. La UAE, toutes les étapes qu'ils ont gagnées, ils ont cadenassé. La Visma a beaucoup roulé aussi, ils ont un peu forcé les choses. Sur les étapes de sprint, les baroudeurs n'ont pas réussi à s'imposer, et Tim Merlier était exceptionnel.
Et après, sur les quelques étapes d'échappée, t'as la Lidl Trek qui canlasse, la Alpecin qui met Van Der Poel, qui est top 2 meilleur coureur du monde dans l'échappée. Il n'y avait rien à faire. On n'a pas eu une seule surprise sur ce Tour de France, que des coureurs super forts dans des équipes super fortes. Et je trouve que l'écart est vraiment en train de se creuser entre les meilleurs coureurs et le reste, et entre les meilleures équipes et le reste. Et c'est très difficile d'exister quand on est une petite équipe en 2026 dans le cyclisme actuel. UAE, Visma, Red Bull, Lidl Trek, et on va dire dans une moindre mesure Alpecin Premier Tech et puis Soudal Quickstep écrasent la course. Les autres, IF, existent parce qu'ils ont du panache et ils ont quand même des coureurs de très grande qualité. Ben Illy, Richard Carapaz, c'est aussi des top coureurs mondiaux. Decathlon, ils s'en sortent parce qu'ils ont un des meilleurs sprinteurs du monde et qu'ils ont le futur crack générationnel qui est Paul Sexas. Sinon, le reste, Astana, compliqué d'exister. Pourtant, ils ont tout fait pour. Ils avaient un super train, etc. Compliqué d'exister. Bahreïn, ils ont existé que grâce à Lenny Martinez. On n'a pas vu les autres. Tiberi et tout ça, ça passe à la trappe. Martinez, c'est aussi quand même un gros talent. Net Company Ineos, une des équipes les plus riches du peloton, incapable de faire quoi que ce soit sur ce Tour de France. On les a vus dans des échappées, mais ils n'ont jamais vraiment été archi-acteurs au point de jouer la victoire d'étape. Jayco Alula, j'en ai parlé. C'est peut-être une des grandes satisfactions de ce Tour de France. Ils n'ont pas un budget XXL, ils n'ont pas une équipe de fous. Il y a quand même des très bons coureurs. Matthews, Schmidt, Ben O'Connor, c'est pas n'importe qui. Ils ont fait une masterclass tactique pour permettre à Mauro Schmidt de gagner. Mais voilà. Uno X, aussi une équipe qui a très bien performé. Tobias Allan Johannessen, un peu décevant au classement général, mais sinon, l'étape que Warren Skull va gagner, il est très bon. Il y a l'attaque avant d'Abrahamsen. Ils ont super bien joué le coup, donc bravo à eux, ils ont honoré leur contrat. NSN, équipe riche. Binam Girmay, une des figures de proue, on les a pas vus. Ils n'ont rien fait de ce Tour de France, la NSN. Moi, je l'ai regardé plus pour jouer le jeu de l'échappée, de la FFL, de savoir qui sera le dernier du Tour de France sur les étapes, entre Lewis Heskey et Mathis Louvel. Le reste, Chris Neland, c'était là, on ne l'a pas vu. Voilà, ils n'ont rien fait. Movistar, ils se sont battus avec leurs armes. Ils ont essayé de briller. Ken Uijtdebroek s'est abandonné très tôt. On a vu Pablo Castrillo, Javier Romo aller dans les échappées. À un moment aussi, il y a Ina Rubio. Mais peut-être que la plus grosse fame de la Movistar, c'est l'abandon de Rubio après la voiture qui pile dans l'Alpe d'Huez. L'Auto Intermarché, rien à dire, super grand tour. Ils se sont vraiment battus avec leurs armes, ils n'ont pas un effectif de fou. Arnaud Delis qui abandonne très vite. J'ai beaucoup aimé le grand tour de Hubart, de Liam Slock et Baptiste Westrofer. Un peu déçu par Lennart van Etvelt, qui avait semé des très belles promesses en première semaine, mais il enchaînait avec le Giro, donc c'est peut-être ça qui lui a un peu trop pesé dans les pattes. Mais je trouve qu'ils ont fait, avec leurs armes, un bon Tour de France, la Lotto Intermarché. Cofidis, absolument inexistant. Pinarello Q36.5, heureusement qu'ils ont Tom Pidcock. Sinon, le reste était complètement à leur service, on les a pas vus. Groupama FDJ, j'en ai déjà parlé. Vraiment transparent. Tudor, ils ont de la chance d'avoir Yanis Vozar qui va s'accrocher pour faire son top 11. Mais sinon, les autres n'ont pas existé. Arvid de Klein, pas de chance aussi d'avoir été dans galère au début de Tour de France, mais Storer, on l'a pas vu. Bon, il faisait le Giro avant. Matteo Trentin, on l'a pas vu. Il abandonne étape 10. Je savais pas qu'il était là. Picnic Postenel, absolument fantomatique. Cara Rural, on les a pas vus non plus. Donc il y a vraiment un énorme fossé qui se creuse entre les meilleures équipes et les plus petites. Ça fait un peu peur pour la suite quand même. Je dois le dire, moi ça me réjouit pas toutes ces affaires-là. Et je trouve que c'était vraiment ce Tour de France qui était symbolique du fossé qui se creusait entre les meilleures et les pires équipes. Et l'avenir n'est pas très radieux. Bon, désolé de finir sur ce ton-là. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se reparle une prochaine fois, peut-être pour la Volta, peut-être avant, je sais pas trop. Et je vous dis à bientôt. Salut!